Ligne droite, la table ronde, Liselotte Dutreuil. Chers auditeurs, depuis l'annonce de la nomination du Premier ministre hier soir, les Français semblent être pour le moment dans l'expectative. Chacun se renseigne sur la personne de Michel Barnier et tout le monde attend son discours de politique générale entre espoir et lassitude. Pour tenter de décrypter ce choix et enfin boucler ce véritable feuilleton politique qui nous aura tenus en haleine depuis juillet dernier, je suis ravie de recevoir Philippe Prigent et Guilain Benessa. Bonjour à tous les deux, merci d'être parmi nous. Alors je vous représente pour les auditeurs mais qui commence à bien vous connaître. Guilain Benessa, vous êtes docteur en droit public, avocat et philosophe, enseignant à l'université de Strasbourg et auteur de plusieurs ouvrages sur l'état de droit. Dernièrement, On marche sur la tête, coécrit avec Guillaume Bigot, le tout aux éditions de L'Artilleur. Et Philippe Prigent, vous êtes avocat au barreau de Paris. Merci à tous les deux d'être avec nous ce matin. Alors, est-ce que vous m'entendez bien ? Très bien. Très bien, parfait. Philippe Prigent, je vais commencer avec vous. Comment avez-vous réagi à l'annonce de cette nomination ? Alors, le rire et la curiosité. Le rire, c'est parce que vous avez, comme moi, vu le cirque Lucie Castet où on va avoir un Premier ministre NFP pendant 2 mois. Et effectivement, après avoir entendu ce délire de, quand on a à peu près 180 députés, on a la majorité absolue sur un total de 577 députés. Bon, voir la tête des soutiens de Lucie Castet, autres membres du Front populaire, qui ont fait la courte échelle aux députés macronistes parce qu'il y a eu une alliance de second tour allant des LR tendance Wauquiez au nouveau parti anticapitalistes, en passant par Sandrine Rousseau, Gabriel Attal, toutes les figures modernes et de notre vie politique. Et là, on se retrouve avec Premier ministre désigné par Emmanuel Macron, Michel Barnier, c'est-à-dire un membre des LR. Il est rare que je donne raison à Jean-Luc Mélenchon, mais il y a quelque chose d'assez savoureux à voir que c'est un parti qui est obtenu parmi les pires résultats aux élections législatives. Ils sont à peine plus de 40 députés, qui réussit à donner son Premier ministre. Donc là-dessus, il y avait l'aspect comique, évidemment, et au moins on s'est un peu amusé à voir que le cirque NFP avait pris fin et que après j'ai pas envie de dire qu'ils se sont prostitués pour Macron parce qu'ils l'ont fait par conviction, mais d'avoir vu les membres du NFP autant soutenir les députés macronistes et LR, s'apercevoir que, en fait, ils n'allaient avoir rien en contrepartie parce que fondamentalement, les macronistes les considèrent comme des domestiques et on n'a pas à remercier un domestique, normal. Est-ce que vous remerciez beaucoup tous les jours votre femme de ménage? Non, ben voilà, c'est pareil. Là, surtout quand elle est irrégulière. Et là, on se retrouve par contre avec, là, la curiosité, c'est nommer Michel Barnier, c'est bien, c'est un nom, mais c'est pas une ligne politique. C'est-à-dire que si on avait nommé Jean-Luc Mélenchon, j'aurais vu à peu près ce que ça voulait dire. On aurait renommé Gabriel Attal ou un de ses clones macronistes. J'aurais dit très bien, bon, on voit à peu près ce que c'est. Là, Michel Barnier me fait penser à ce dieu de l'Antiquité qui s'appelle Proté, qu'on voit dans l'Odyssée. Et Proté change de forme régulièrement. Et Proté peut être de temps en temps un lion, de temps en temps un serpent, de temps en temps un phoque, peut passer par absolument toutes les formes. Et comme Michel Barnier, il est plutôt jeune, il a une apparence de vieil homme. Et quand on regarde la carrière politique de Michel Barnier, c'est pour ça que je dis Proté, on trouve de tout. C'est-à-dire que vous prenez le Michel Barnier centriste, dont on se dit, bon, c'est un Raffarin bis, le négociateur du Brexit qui expliquait qu'il fallait mettre en substance le Royaume-Uni à genoux. Bon, ça n'a pas marché, évidemment. Napoléon a échoué, vous imaginez bien que c'est pas Michel Barnier qui va réussir. Donc, on a de ce côté-là un Michel Barnier qui est une sorte de Raffarin sur le retour, plus mince. Et de l'autre, on a des déclarations, notamment pendant la dernière primaire des LR, il y a 4 ans, avec, ce que je trouve très bien, la remise en cause, la suppression de l'autoritarisme judiciaire que nous subissons, parce que nous vivons dans un régime de type oligarchie judiciaire, on n'est pas 100% en démocratie non plus, faut pas rêver. Donc, ce système disant la Cour de justice de l'Union européenne, ou la Cour européenne des droits de l'homme, peut-être même le Conseil constitutionnel, parce que c'est la logique si on suit ce qu'il dit, ne doivent plus pouvoir imposer leur choix aux pays en matière migratoire, en tout cas à la France. Et là-dessus, c'est une ligne extrêmement favorable à la liberté des pays. Et quand on écoute ça, on se dit, ah bah tiens, c'est très bien. Alors, du point de vue immigration, de ce point de vue-là,
on a une ligne qu'on pourrait retrouver, la forme est un peu différente, mais avec des idées qu'on pourrait retrouver, par même chez Reconquête ou au Rassemblement national. La mise en forme juridique est pas exactement la même. Je trouve que sa stratégie consistant, parce que ce qu'il proposait il y a 3 ans, consistant à dire on va pas forcément partir d'autorité, mais on va juste décider de plus obéir, de rester dans le club, mais simplement de plus obéir aux ordres, n'est pas forcément bête. En tout cas, il y a un débat à avoir là-dessus. Techniquement, c'est pas du tout une stupidité. Mais donc, on se pose la question de savoir, mais quelle ligne politique va-t-il nommer? Pour l'instant, on a donc un nom, une personne, Ouais. mais il faudra voir ce qu'il fait, son discours de politique générale. J'allais dire plutôt ce qu'il fait que le discours de politique générale. J'ai 39 ans, ça fait quand même un moment que je ne crois plus simplement au discours des politiques, même au Parlement. Mais il faut se poser la question de savoir, objectivement, maintenant, un Premier ministre, pourquoi pas, mais il faut savoir quelle forme Protet va prendre. Guilain Benetta, on va commencer avec la même question qui est simple, mais qui apparemment appelle des réponses très complètes. Comment avez-vous réagi à cette nomination? Alors, écoutez, je vais, au risque de vous décevoir, je vais être très bref, plus que mon frère Philippe Préjean. Pour le coup, ma réaction très simple, c'était, j'ai eu le sentiment, vous savez, que c'était la prime aux perdants. C'est-à-dire qu'on a appris depuis des semaines à voir les perdants défiler auprès de l'Élysée. Les perdants. C'est-à-dire, soit les fossiles de la politique que plus personne ne veut, soit les seconds couteaux eux-mêmes qui s'imaginaient pas avoir encore une carrière nationale. Xavier Bertrand, je pense que dans ses rêves les plus fous, il y a 2 mois, il ne s'imaginait pas Premier ministre. Et tout d'un coup, il s'imaginait chef du gouvernement du fait de la dissolution, etc. Et Michel Barnier, je dis primo perdant parce que Michel Barnier, par-delà ses sorties politiques sur sa ligne, alors là, effectivement, il a fait son chemin de Damas il y a quelques années, je veux dire, lors de la primaire des Républicains. Entendre Michel Barnier, l'europhile, nous expliquer qu'il faut globalement s'extraire du strict respect du droit européen, c'est quand même à mourir de rire. Je veux dire, c'est invraisemblable en termes de changement de politique. C'est plus un changement, c'est une révolution mentale, paradigmatique, tout ce que vous voulez. Il est devenu quelqu'un d'autre. C'était l'hologramme Michel Barnier en 2021 par rapport au négociateur qu'il était pour le Brexit. Mais quand je dis primo perdant, c'est parce que je me mets dans la peau. Peut-être que je suis un peu rapide. Peut-être que la mémoire, vous savez, en réalité, s'érode très vite. Peut-être que nous souffrons tous d'une sorte d'Alzheimer précoce et que c'est ainsi que la politique est faite. Il n'empêche, lors de la dernière primaire des Républicains, Michel Barnier a été balayé par Valérie Pécresse qui a fait 4% ou quelque chose comme ça aux élections présidentielles. Ça veut dire que l'homme qui a planté les primaires, dont les Français n'entendaient plus parler, qui est un homme, j'allais dire la fameuse formule présidentielle, un homme du passif, je veux dire, qui a une carrière derrière lui, il est nommé Premier ministre au moment où Emmanuel Macron a dissous, où on a plus que jamais besoin de politique, où on n'a pas de ligne claire, où on n'a pas de stabilité, où les institutions ont été érodées. Voilà que revient un homme dont aucun Français n'aurait rêvé de voir l'image, la figure et le retour il y a 2 mois. Sincèrement, au bout de 8 semaines de consultation, 4 tours successifs, les européennes, la dissolution législative, etc., voir Michel Barnier Premier ministre, c'est peut-être le plus beau tour de cirque qu'on ait vu depuis très longtemps, avec une espèce d'issue tellement cocasse que voilà mon retour quand même. J'ai eu un vrai fou rire. Je vous avoue que j'ai un ami qui m'a contacté immédiatement pour mon sentiment, une batterie d'amis d'ailleurs, mais surtout un en particulier, et je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire le fou rire prédomine avant le scepticisme. Avant de poursuivre, puisque vous l'avez beaucoup évoqué, ce fameux débat lors des primaires des Républicains en 2021, je vous propose d'écouter justement l'extrait durant lequel on entend Michel Barnier exposer son projet, et puis comme ça les auditeurs sauront précisément de quoi on parle. J'ai proposé un moratoire. Pourquoi un moratoire? Parce qu'il faut donner un coup d'arrêt immédiat à un certain nombre de flux, et même à tous les flux, et c'est l'objet de cette proposition que je fais. Ça veut dire concrètement, Apolline de Malherbe, qu'au lendemain de l'élection présidentielle, je demanderai au gouvernement de préparer une série de règlements et une série de lois. Une série de règlements sur des sujets comme le regroupement familial que nous limiterons drastiquement, la question de la fraude qui sera engagée tout de suite, je viens de le dire, et nous stopperons immédiatement toutes les régularisations massives de sans-papiers. Ça, c'est pour les règlements que le gouvernement préparera immédiatement au lendemain de l'élection. Et puis des lois qui vont demander quelques semaines de plus pour voter au Parlement, les expulsions qui doivent être facilitées, l'aide médicale d'État qui sera supprimée, sauf cas d'urgence, et enfin l'asile qui sera réformé.
Ce moratoire et ces lois vont exiger des précautions, parce que nous avons affaire, depuis une vingtaine d'années, à une accumulation de jurisprudence européenne, la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour de justice nationale, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, qui peuvent nous interdire de prendre des mesures dont nous avons besoin sur les sujets que je viens d'évoquer. Et donc voilà pourquoi je propose cette protection constitutionnelle, ce bouclier constitutionnel à l'occasion du référendum qui sera proposé au mois de septembre. Or, Philippe Frigent, vous nous avez parlé de ce dieu Proté qui prend différentes formes au fil des envies et de sa vie. Si Michel Barnier restait fidèle à ce qu'il annonce sur ce plateau, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que c'est une victoire pour le Rassemblement national, puisque les idées qu'il propose se rapprochent énormément du programme proposé par Marine Le Pen. Est-ce que c'est le signe justement que le Rassemblement national a réussi à s'imposer sur la scène politique malgré un échec mitigé aux dernières législatives? Alors ce sera une victoire pour les Français, déjà parce que c'est clairement leur intérêt, et ensuite parce que sur le sujet de l'immigration, pas forcément sur tous les autres sujets, mais en substance, l'opinion que défend Michel Barnier par les façons de faire techniques recueille l'avis d'au moins 70% de la population. Donc ça voudrait dire, on va prendre en compte ce que les gens souhaitent dans la politique qu'on va mener, qui s'appellerions une démocratie. Enfin bon, c'est un truc un peu novateur, on n'a pas trop l'habitude. Donc ce serait une victoire déjà pour les Français. La question, et donc aussi pour le Rassemblement national, parce que c'est le parti qui correspond le plus à cette ligne anti-immigration, mais c'est avant tout, les Français sont pour ça, favorables à ça. Après, comment est-ce qu'on fait techniquement, je suis pas sûr que ça intéresse beaucoup les gens dans le détail, mais clairement, c'est les résultats qu'ils veulent atteindre. Mais avec mes clients, c'est pareil, hein. Ils veulent un résultat, la façon de faire technique, ça n'intéresse personne. Enfin, moi, mon junior, le cas d'en face, mais c'est tout. En revanche, la question importante est de savoir, quand vous disiez si il arrive à le mettre en place, parce que ce qu'il propose, que je trouve très astucieux et très souhaitable dans cet entretien, revient à aller voir les macronistes. Bon, les LR, tendance wokistes, n'ont pas de conviction ni dans un sens, enfin, ils disent tout et n'importe quoi. On peut leur demander un peu ce qu'on veut, quoi. C'est de la pâte à fixe. Mais ça consiste à aller voir l'essentiel des macronistes et leur dire, bon, vous voyez là votre veau d'or européen, le machin devant lequel vous vous prosternez matin, midi et soir, pour lequel vous avez l'appel du muezzin. Bon, voilà. On va arrêter de le vénérer pour de vrai. Enfin, on va introduire un nouveau dieu à côté. On va considérer que le veau d'or, c'est un peu un dieu secondaire. Parce que ce qu'il dit, qui est très intéressant dans cet entretien, c'est on va arrêter d'appliquer les jurisprudences contraignantes. Alors du Conseil d'État, ça, ok, c'est faisable. Il y a pas de, c'est pas forcément complètement le veau d'or. En revanche, dire bon, quand le Conseil constitutionnel, la Cour de justice de l'Union européenne ou la Cour européenne des droits de l'homme nous donne des ordres, en fait, dans ce domaine migratoire, on va arrêter d'appliquer. Juste, en fait, on n'obéit plus aux ordres. Mais il faut mesurer ce que ça représente. Ça veut dire l'équivalent d'une forme de, il y a eu ça, des soustractions d'obédience à l'époque médiévale, ou la façon dont, à un moment, dans le Saint-Empire romain germanique, les États ont décidé qu'ils allaient arrêter d'obéir à l'empereur. Le roi de Prusse a décidé qu'il allait rester dans le Saint-Empire romain germanique, et puis que quand l'empereur lui demandait quelque chose, il allait en faire qu'à sa tête. Puis il n'était pas le seul. Ça vous donne une idée d'ailleurs de la reprise de liberté. C'est pour ça que des pays allemands, des États allemands comme la Prusse ont pu devenir indépendants. C'est parce qu'ils ont considéré que l'empereur dit quelque chose. Oui, tout à fait. Tiens, mets-moi ça en spam, enfin l'équivalent de l'époque. Et on fait ce qu'on veut. Mais demander ça aux macronistes. Alors il y en a comme Aurore Berger qui dirait tout et n'importe quoi selon le sens du vent. Donc ça, il y en a quelques-uns qui sont assez pâte à fixe. Mais à côté de ça, c'est quand même leur demander de renier ce qui a été le cœur de leur engagement politique, enfin l'un des éléments essentiels de leur engagement politique. Et ça introduit aussi, je suis favorable, mais eux, c'est beaucoup plus compliqué, l'idée que, mais en fait, si on arrête d'obéir au sujet de l'immigration, pourquoi est-ce qu'on devrait obéir tout court? Parce qu'à ce moment, à partir du moment où vous admettez, ce à quoi je suis favorable, que vous n'êtes pas tenu d'obéir dans un certain domaine, ça veut dire que fondamentalement, c'est vous le souverain et c'est vous qui décidez ce à quoi vous allez vous plier. Mais si vous commencez à dire j'arrête d'obéir sur l'immigration, qu'est-ce qui vous empêche ensuite de dire mais on pourrait aussi arrêter d'obéir sur autre chose, par exemple la ligne budgétaire, on pourrait faire ça. Et là, ou la répression de la délinquance, il y a un certain nombre de limitations imposées par la CEDH. Mais là, le jour où vous le faites, ça veut dire qu'en réalité, vous cassez l'oligarchie. C'est-à-dire que si vous dites l'oligarchie judiciaire peut nous donner des ordres
mais seulement si on a vraiment envie d'obéir, parce que fondamentalement, il y a des domaines où on peut dire non, en fait, on arrête d'obéir et on protège le peuple par la Constitution, et la Constitution permet que le peuple gouverne, via ses représentants évidemment, en votant pour une politique. Ça veut dire que vous brisez l'oligarchie judiciaire et que vous brisez le contrôle européen sur le pays. Si les macronistes votent ça, tant mieux. Ça va pas être facile de leur faire avaler ça. Ce serait très bien, ce serait l'intérêt de la France, mais ça va être compliqué de leur faire avaler ce genre de choses. Guilain Benessa, vous pouvez réagir aux propos de Philippe Prigent et ensuite une question. Est-ce que vous pensez que si Emmanuel Macron, qu'on présente comme un fin stratège, a choisi de donner Matignon à Michel Barnier, malgré justement ses déclarations sur sa volonté de rompre avec une certaine autorité de l'Europe, est-ce que vous pensez qu'il aurait pu justement négocier des compromis sur cette question ? Alors, ce qui me frappe là, tout de suite, je constate qu'avec les propos de Michel Barnier en 2021, ce qu'il raconte ou ce qu'il tente de mettre en musique, qui est une désobéissance à l'égard de l'Union européenne. C'est c'est fait de mini traités de désobéissance en quelques lignes, ce qu'il proposait à l'époque. C'est littéralement, je m'excuse de faire de la promo parce qu'il en fait pour moi. C'est littéralement ce que j'explique dans 2 bouquins successifs. Mes 2 derniers sont exactement sur cette ligne, c'est-à-dire notamment en marche sur la tête avec mon collègue Guillaume Bigot, ce qu'on expliquait en long, en large, en travers, c'était précisément qu'il fallait réapprendre à désobéir, c'est-à-dire à se rendre compte qu'on a le droit de ne pas être un petit mouton sage et à se faire égorger, vous voyez, tranquillement, mais qu'on a le droit de dire non mais au bout d'un moment je sors de l'enclos et je reprends ma liberté. C'est pas totalement invraisemblable. En réalité, et là je rejoins aussi mon excellent confrère, on se fout de savoir, les Français se foutent de savoir à juste titre comment on réalise ça. Mais il n'empêche, cette machine-là, cette espèce qui s'appelle l'Europe, cette machine à nous contraindre à faire le contraire de ce qu'il faut jusqu'au suicide, parce qu'en fait, l'Europe est une machine à nous faire nous suicider. Je veux dire, littéralement, on ne peut plus rien faire, on s'interdit, etc., etc. Ce qui me frappe dans le choix de Michel Barnier, c'est qu'en disant ça, c'est que en quelques phrases, en quelques mots, ce que vous avez passé comme entretien à l'instant, en quelques phrases, en quelques mots, Michel Barnier dit tranquillement le contraire de ce qu'il a raconté pendant 40 ans. En quelques mots, il en vient littéralement à dire « je ne suis plus celui que j'étais ». Vous savez, dans Othello de Shakespeare, il y a cette phrase formidable de Iago, « je ne suis pas ce que je suis ». Vous savez, ça fait des centaines d'années que les exégètes de Shakespeare se demandent ce que signifie cette phrase totémique. « Je ne suis pas ce que je suis ». Ou alors « je est un autre ». Vous savez, façon Arthur Rimbaud. Michel Barnier, en 2 lignes, nous a dit en 2021, je ne suis pas ce que je suis, puisqu'il ne peut pas en même temps vouloir défendre l'Europe contre le Brexit, flinguer les Anglais, nous expliquer que le Brexit, c'est en gros Satan, d'accord, à peu de choses près, que c'est diabolique, c'est l'entreprise du diable, littéralement, et en même temps nous dire oh, vous savez, on va renégocier avec Bruxelles, c'est pas grave, et puis on n'appliquera pas la jurisprudence de la CJUE, on n'appliquera pas la Cour européenne des droits de l'homme, on fera comme si ça n'existait pas. C'est pas, attendez, faut être clair. Le en même temps là-dedans n'existe pas. Soit vous voulez tout, soit vous voulez rien. Et Philippe Prigent a raison de rappeler, je suis totalement d'accord avec lui, que si on désobéit sur un point qui s'appelle l'immigration, dans ce cas-là, rien ne nous oblige à ne pas désobéir sur tout le reste. C'est-à-dire la monnaie, la gestion des entreprises, la question de la libre concurrence, le marché, les frontières, l'immigration, tout découle de cette pensée globale. Ce qui veut dire que soit Michel Barnier est un Européen et veut que nous nous suicidons, et c'est le programme qu'il poursuivra, soit Michel Barnier, celui de 2021, auquel cas, effectivement, il est en réalité le supplétif ou le meilleur, le meilleur assistant qu'il soit ou directeur de cabinet de Marine Le Pen sans le dire. Mais les deux, en même temps, ce n'est pas possible. Donc, on va voir. Moi, j'ai tendance à penser que le en même temps va se poursuivre, c'est-à-dire qu'il dira qu'il dira quelque chose et qu'il fera le contraire, ça s'appelle Emmanuel Macron. Il n'y a pas de culture française et ensuite nous explique que c'est merveilleux de défendre la France, etc. Vous voyez, le en même temps d'il y a 7 ans, qui se poursuit. Je pense que Michel Barnier, en réalité, est un ambassadeur du en même temps. Mais on va voir. Laissons-lui quand même 2 minutes en place avec un gouvernement pour voir. Vous avez vu que le gouvernement, semble-t-il, sera peut-être composé de ministres qui restent en place. Ça veut dire qu'on aura des macronistes de Gabriel Attal, blanchis sous le harnais d'Emmanuel Macron, qui resteraient potentiellement en place sous Michel Barnier. Donc, dans le genre en même temps, on verra, mais ça pourrait être le cas.
Vous ne croyez pas ou en même temps en Europe, Michel Barnier, lui, semble pour l'instant attaché à cette idée, en tout cas si on se rattache à ses dernières déclarations. Et puis on peut peut-être avoir, c'est ma question, est-ce qu'on peut pas avoir des contre-exemples à ce que vous nous expliquez? Par exemple, en la personne de Giorgia Meloni, qui a été très critiquée justement pour son travail conjointement avec l'Union européenne et qui finalement a annoncé récemment avoir enregistré une baisse de près de 65% de l'immigration dans son pays. Je pense que, alors, deux choses. Première chose, je pense qu'on ne peut pas comparer l'Italie et la France. Je ne veux pas du tout critiquer nos voisins transalpins, la question n'est pas là. Mais la France, c'est, avec la voix spécifique qu'elle porte et avec le gaullisme qui est le nôtre et dont Michel Barnier, d'ailleurs, je rappelle, se revendique comme l'un des disciples. Hein, il dit je suis un gaulliste de toujours, etc. Je pense que la voix française sur ce type de questions et la puissance que nous avons en Europe n'est pas tout à fait la même. Notre position n'est pas la même. En gros, ça veut dire quoi? Si demain, pour moi, la France ne suit pas l'Europe, il n'y a plus d'Europe. Ça ne tiendra pas. Le couple franco-allemand et le couple, on peut dire ce qu'on pense de ce fameux couple, mais si la France demain dit l'Europe, je m'en fiche, ou je refuse d'obéir aux injonctions, je pense très honnêtement que le détricotage définitif de l'Europe est en phase d'être démarré, quelque chose comme ça. Donc je pense que notre voix est particulière. Ensuite, pour être très clair et répondre à votre question, vous savez, vous commencez à me connaître, je n'aime pas, justement, je ne pratique pas le en même temps personnellement, j'essaye en tout cas. Je ne dis pas qu'on ne peut pas trouver temporairement des espèces de portes de sortie, vous voyez, sur tel ou tel sujet, des espèces de voies d'aménagement, vous voyez. Oui, on peut y arriver de temps à autre, pourquoi pas, vous voyez. Mais je pense très simplement que il a suffi que nous votions la loi immigration. Cette loi immigration a été votée quasiment le même jour, on a voté le pacte asile-immigration au niveau européen, qui est un pacte en réalité qui est absolument dramatique sur notre propre faculté à gérer l'immigration. Ce qui veut dire qu'au moment même où Gérald Darmanin et consorts nous disaient en France, on commence à fermer, en Europe, on nous expliquait on ne fermera pas et vous allez obéir. Et pour une raison toute simple, et j'en ai fini, et après on peut gloser de ça très longtemps, il faudrait une très longue discussion sur le sujet, on ne peut pas être à la fois pour le général de Gaulle et pour Ursula von der Leyen. On ne peut pas vouloir en même temps défendre les frontières et l'identité française et en même temps défendre la dissolution de la nation dans le cas d'une constitution supranationale dont l'objectif est d'abolir fondamentalement les identités structurantes et la capacité d'agir des peuples. On ne peut pas en même temps vouloir que le pouvoir soit logé dans un lotissement éco-responsable vitreux à Luxembourg et défendre l'Élysée et le patrimoine français. Ça n'existe pas. Ça s'appelle le en même temps, qui en réalité est le masque d'une sorte de pensée magique qui traverse les arcanes à la France depuis très longtemps et qui nous fait croire en tout et son contraire. Soit c'est la souveraineté, la liberté et l'avenir, soit pour moi c'est le suicide, la liquidité et les bâtiments luxembourgeois habités par l'oligarchie judiciaire. Philippe Prigent, le NFP clamait tout haut depuis des semaines qu'il était le grand vainqueur des dernières élections législatives. Finalement, Emmanuel Macron envoie plutôt un signal au Rassemblement national en sélectionnant Michel Barnier pour Matignon. D'ailleurs, on le lit désormais partout. Le Rassemblement national est désormais faiseur de roi. Pourtant, Marine Le Pen annonce d'ores et déjà ne pas vouloir participer au gouvernement qui sera constitué. Est-ce que vous pensez que c'est une erreur ? Alors, je vais vous répondre, mais avant ça, je vais vous répondre sur un point concernant Giorgia Meloni et rebondir ce qu'a dit mon excellent confrère. Giorgia Meloni, c'est pas moins 65% d'immigration. Giorgia Meloni, c'est moins 60% d'immigration illégale parce qu'elle a déclaré que les gens qui rentraient, désormais, rentraient légalement. C'est-à-dire que les gens continuent à rentrer, mais au lieu de dire, bon, on vous laisse un peu forcer la porte, on ouvre la porte. On dit clairement, vous rentrez ici légalement, mais ils rentrent quand même. L'exemple de Giorgia Meloni, c'est un exemple parfait de soumission hypocrite en disant, je vais faire des choses, je vais un peu mentir aux gens, mais Giorgia Meloni, du point de vue politique, c'est exactement la même soumission qu'avant. En matière de pouvoir, il n'y a pas de en même temps. Soit vous êtes libre, soit vous n'êtes pas libre. Soit vous recevez des ordres, soit vous recevez pas d'ordre. Giorgia Meloni, c'est on continue comme avant, et puis de temps en temps, on fait une déclaration en disant, pour essayer d'enfumer les gens. Ensuite, pour revenir sur ce que vous disiez sur la victoire du Rassemblement national, il me paraît assez évident que de toute façon, personne chez les macronistes n'accepterait de gouverner avec des membres du Rassemblement national.
C'est-à-dire que de toute façon, il n'y aurait pas de possibilité de dire à des Gabriel Attal ou équivalent, vous allez soutenir un gouvernement dans lequel le ministère des Finances est occupé par Jean-Philippe Tanguy, par exemple. Et vous leur demandez ça. Faut pas non plus trop tirer sur la corde. Je sais que les bons hommes ont pas trop non plus de convictions, qui sont assez malléables, qui peuvent aller avaler un certain nombre de couleuvres, mais il faut quand même pas trop tirer sur la corde. Ça, on peut pas leur demander. Moi, je sais pas ce que je crois, je trouve ça un peu absurde, mais ils ont vraiment l'impression de se mobiliser contre une menace fasciste. Pour un certain nombre, un type comme Gabriel Attal croit vraiment à ses propres délires. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, on peut pas lui demander de soutenir un gouvernement dans lequel il y aurait des membres du Rassemblement national. Déjà, appliquer ce que je vous disais, consistant à dire, si jamais c'est ce que veut faire réellement Michel Barnier, j'ai des doutes, je suis pas sûr que ça arrive, mais bon, si jamais c'est le cas, tant mieux. En réalité, on va casser l'oligarchie judiciaire et on va se rebeller face aux fonctionnaires européens. Déjà, ça, c'est énorme. Si en plus les postes dans les ministères sont même pas pour nous, là, ça va pas être possible, quoi. Faut aussi penser aux bons hommes humainement. Et le deuxième point pour le Rassemblement national, c'est que, alors évidemment, l'immigration est un sujet de long terme crucial, c'est vrai. Il y a quand même pas que ça, parce que nous sommes quand même à peu de choses près au bord de la banqueroute. Ouais. Donc là, il va y avoir un petit sujet de le budget. Et alors, déjà sur l'immigration, c'est compliqué, mais alors arriver à trouver un accord, parce que quand on est dans le même gouvernement et qu'on présente le même budget, on est quand même obligé on est alliés de façon évidente, on peut même plus faire semblant, étant donné qu'on se présente ensemble pour donner le budget. C'est pas le ministre de l'Intérieur qui va dire, le budget était proposé, moi, franchement, je crois pas trop à ce truc, quoi. Non, c'est pas possible. Vous êtes vraiment ensemble dans le même bateau vis-à-vis du Parlement et c'est bien normal. Trouver un accord sur le budget serait encore plus difficile parce qu'autant il est envisageable, peut-être, en raison de compensation sur l'immigration, que le Rassemblement national ne censure pas un gouvernement qui présenterait un budget qui lui déplaît, mais qui lui donne raison, par exemple, sur un sujet migratoire ou de souveraineté. Ça, c'est peut-être le genre de choses qui pourrait arriver, mais vous ne pouvez pas trouver un accord budgétaire entre Jean-Philippe Tanguy et Gabriel Attal. C'est-à-dire, il y a un moment, ça, c'est inimaginable. Ils vont pas se présenter ensemble pour défendre le même budget devant le Parlement. Est-ce que vous pensez, il nous reste juste simplement quelques minutes, donc je vais vous demander des réponses rapides. Est-ce que vous pensez que Michel Barnier a une chance de survie sur cette scène politique qui est plus déchirée que jamais malgré tout? Philippe Prigent, rapidement, et comme ça, Guilain Benessa, vous conclurez. La politique, c'est toujours imprévisible. On aurait pensé peut-être qu'il était déjà mort politiquement. La preuve qu'il est encore vivant. Donc oui, il a une chance. C'était très rapide. Guilain Benessa, à vous, il vous reste 2 minutes. Vous pouvez vous renvoyer la balle rapidement si vous le souhaitez. Alors, je peux pas lire j'ai pas de boule de cristal à ma disposition, mais vous savez, Emmanuel Macron nous a appris une chose, c'est que depuis 7 ans, parce que je pense que c'est le stade terminal du en même temps. Emmanuel Macron, il est brillant en la matière quand même, faut le reconnaître. Depuis 2 mois, nous vivons sans gouvernement, en plein Jeux Olympiques, etc. Et il continue à tirer les marrons du feu, à gagner du temps, à consulter, etc. Et on n'a pratiquement pas une opposition qui réclame sa démission. C'est merveilleux. Donc, il a si bien réussi à gagner du temps que moi-même, je deviens extrêmement sceptique quant à l'idée que quoi que ce soit change. Disant cela, ça signifie que Michel Barnier, qui devient donc, s'il faut être clair, Michel Barnier devient désormais l'allié par le biais des Républicains, donc l'allié grâce aux Républicains, ou plutôt le supplétif des Républicains qui vient servir la cause d'Emmanuel Macron, qui cherchait désespérément à s'allier une droite, qui refusait de s'allier avec lui. Au moment même où Macron a commis une dissolution hasardeuse et complètement dramatique, les LR qui ne voulaient pas gouverner avec lui ont finalement dit oui. Donc on se retrouve avec Michel Barnier, Premier ministre, c'est-à-dire qui, à mon sens, est en train de rentrer dans un bateau qui était destiné à couler. Or, ce bateau ne coule pas. Nous sommes à la rentrée, Emmanuel Macron est toujours là, tout le monde est heureux, tout le monde est content, alors que dans 1 mois, c'est la session parlementaire, dans 1 mois, l'Europe va réclamer son argent, dans quelques mois, on a peut-être une menace de tutelle du FMI, si ça continue comme ça, dans la mesure où, manifestement, on a quelques soucis budgétaires, dirait-on, dans une famille qui a tendance à dépenser un peu trop d'argent à la fin du mois, donc on a quelques soucis d'ordre budgétaire. Ça veut dire que Barnier est un choix on ne peut plus diplomate à l'égard de Bruxelles. Et là, je reste 1 seconde là-dessus, promis, après je me calmerai avec ce sujet, mais je pense que c'est fondamental. Pourquoi ? Parce qu'Emmanuel Macron a fait le choix de sélectionner parmi ce casting de rêve, ou de second couteau, de 3e couteau de rêve, l'homme le plus en phase avec les injonctions bruxelloises. Au moment même où Bruxelles va forcément nous taper dessus.
Donc je pense qu'il y a un plan, je dis pas un plan caché, mais il y a un désir de se conformer, que le mouton se conforme au désir du loup. Donc nous avons pour ça un excellent émissaire en la personne de Michel Barnier. Je pense que le RN a conscience que sa grande faiblesse tient dans la question budgétaire, parce qu'il faut trouver du pognon tout de suite, on en a plus. Donc il y a que deux possibilités, hein. Soit une bonne fois pour toutes, faites des coupes dans des parties drastiques, je veux dire, soit des allocations sociales, ce que vous voulez. Enfin, il faut trouver du pognon quelque part. Soit vous augmentez les impôts. Vu qu'on a tellement augmenté les impôts qu'on ressemble à Cuba ou à la Corée du Nord, il nous reste environ que à faire des coupes. Et les coupes sont catastrophiquement impopulaires. Donc, pour vous répondre clairement, Michel Barnier est une espèce d'entre-deux qui peut être assez magique. Il fait passer la pilule à Bruxelles, il transmet les ordres du haut vers le bas, c'est-à-dire du souverain bruxellois vers le vassal français. Et quelque part, il a cette espèce de rondeur, vous voyez, de l'ancienne garde, qui quelque part est un homme de transition. J'ai envie de dire, peut-être que ça peut tenir, vous voyez, dans cette espèce d'attelage bizarre. Peut-être que finalement, ça peut tenir. On vous retrouvera très bientôt pour en parler, puis faire le bilan de ces premiers jours, probablement d'ailleurs au moment du vote du budget qui s'annonce sportif. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été parmi nous ce matin. Guilain Benessa, je rappelle que vous êtes docteur en droit public, avocat et philosophe, enseignant à l'université de Strasbourg. Et puis il faut le dire aussi, vous avez suivi toute cette crise avec nous très régulièrement. J'invite les auditeurs à retrouver vos précédentes interviews à ce sujet si ça les intéresse. Et puis Philippe Prigent, avocat au barreau de Paris, vous êtes aussi très régulièrement parmi nous. Merci pour cela et à tous les deux, à très bientôt.